Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette autre édition de la revue des grandes unes avec nos invités déjà installés donc pour commenter ces principales unes parues ce mercredi 27 juin 2018. Et nous démarrons la revue de ces unes avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse ce matin au mandat des députés. C'est le texte qui est à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés pour une durée d'1 an a été déposé à l'hémicycle après 2 semaines de conjecture au centre de l'opinion publique. Réaction dans ce journal des honorables Joseph Mbanda du Social Democratic Front et Gaston Komba du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les réactions à l'opposé avec Joseph Mbanda qui pense que le prétexte donné par Paul Biya pour proroger, en tout cas, ne convainc pas grand monde, alors que Gaston Komba du RDPC pense que ce projet de loi participe de la vie normale des institutions. Le projet qui est donc sur la table des députés et qui est bien parti pour être adopté. Et donc les députés qui vont leur mandat prorogé d'1 an. Le journal nous parle aussi de la normalisation et de l'avenir de Dieudonné Api à la Fédération camerounaise de football qui se joue chez Cavaillé Guédibril, notamment à l'Assemblée nationale. Le projet de modification de la loi de 2011 à l'origine du report de l'Assemblée générale d'adoption des textes de la FECAFOOT est arrivé à l'Assemblée nationale. C'était hier, nous dit le journal, qui ajoute que son amendement non sera tributaire du destin du comité de normalisation. À lire aussi, c'est dans les colonnes de La Nouvelle Expression de ce matin, crise anglophone, un inspecteur de police tué. Patrice Digenge a été kidnappé par les Ambazoniens le 5 juin 2018, a été retrouvé amputé de ses parties génitales. L'image qui a fait le tour des réseaux sociaux avec de multiples réactions d'indignation. Le journal revient donc sur la psychose qui a gagné les familles des autres kidnappés. Il y a des familles qui vivent donc tout simplement dans l'expectative. Et le journal de rappeler que depuis le début de cette crise anglophone, seuls quelques rares personnes et personnalités kidnappées ont recouvré la liberté, ce qui n'augure pas des lendemains luxueux pour ces autres otages des Ambazoniens. Et puis, c'est cette affaire de financement des opposants, Jean-Robert Wafo, qui dénonce dans un communiqué le ministre du shadow cabinet du Social Democratic Front en charge de l'information étale les incohérences des journaux proches du pouvoir qui ont donc mis à l'affiche depuis le début de la semaine 3 candidats de l'opposition, notamment Joshua aussi, Maurice Kamto et Maître Akeri Shimouna, comme ayant perçu près de 3 milliards de francs CFA de l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour barrer la route à Paul Biya dans la perspective de l'élection présidentielle de cette année 2018. Et justement aussi dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, l'on reprend cette réaction des États-Unis qui démentent. L'ambassade des États-Unis n'a donné de l'argent à personne, a dit le conseiller aux affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. C'est tout ceci à lire dans les colonnes de La Nouvelle Expression. L'œil du Sahel ce matin nous parle de la présidentielle 2018 avec un focus sur la région de l'Adamawa et cette interrogation qui barre la une. L'Adamawa, ventre mou de Paul Biya. Le journal s'appuie relativement à cela sur l'investiture de 2 candidats deux candidats déclarés pour la prochaine élection présidentielle. Cabral Libi, investi par le parti Univers, implanté dans la région de l'Adamawa, et c'était justement dans l'Adamawa, et Akere Mouna, investi par le FPD, parti lui aussi implanté dans cette région de l'Adamawa. Véritable calcul politique, pense le savoir certains spécialistes de cette région et même des habitants de cette région qui apprécient donc ces actions de ces 2 hommes politiques. Et le journal L'œil du Sahel de poursuivre plus loin en constatant que dans le gouvernement actuel, la région de l'Adamawa ne dispose que de 3 ministres dans ce gouvernement contre 9 par exemple pour la région du centre. Le journal qui va plus loin en constatant qu'en 36 ans de règne, le président Paul Biya, à part 33
3 fois remanié son gouvernement en utilisant donc un total de 308 ministres, et sur les 308, l'œil du Sahel qui fait savoir que seuls 11 sont issus ou ont été issus de la région de l'Adamawa, qui fait finalement office de petit oublié, d'oublié donc par le président de la République, pendant que d'autres régions, sur ces 36 ans, ont eu droit à une centaine de ministres. Et finalement, le journal de conclure que tous ces chiffres pourraient jouer à l'avantage, à la faveur de ces deux candidats qui ont choisi de se faire investir dans cette région et par deux partis implantés dans cette région de l'Adamawa, avec des populations qui, à travers ces candidats, peuvent tout simplement espérer vivre des lendemains meilleur en cas d'élection de ces candidats. La météo, Tri Hebdo ce matin fait une mise au point avec l'ambassadeur des États-Unis qui dément le financement de l'opposition. Les États-Unis n'ont de préférence pour aucun candidat ni pour aucun parti. Notre position est claire. Il appartient au peuple camerounais de décider sur son dirigeant, et pour que cette volonté du peuple s'exprime, les élections doivent être libres, justes et crédibles, dixit l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Ceci fait suite à la publication par ce journal en début de semaine de l'information selon laquelle les 3 candidats déclarés à l'élection présidentielle que l'on voit en grande une, Joshua aussi, Maurice Kamto et Akeri Mouna, auraient bénéficié d'un financement, voilà, de Peter Balerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Une mise au point qui vient donc faire pousser le journal à se démentir relativement à cette information, même si une note de la rédaction fait suite à cette mise au point, note de la rédaction dans laquelle la météo fait savoir qu'elle n'a pu rentrer en contact avec aucun officiel, aucun responsable de cette ambassade avant publication, tout simplement parce que ces derniers étaient inaccessibles. Le soir, lui aussi apporte un démenti à l'information que ce journal avait publié le soir, qui avait lui aussi publié donc cette information. Et aujourd'hui, dans la publication de ce matin, le soir, nous présente cette mise au point. L'ambassadeur des États-Unis écrit au journal Le Soir, allant donc dans le même sens. Et puis, c'est le journal qui nous parle aussi à sa grande une, voilà, de l'abogénie et de ses problèmes de gestion. Mutation reste sur cette actualité et titre sur la présidentielle 2018 parle ce matin en grande une de jeu de massacre. C'est ce que dit Mutation avec en grande une les photos Foudakeri Mouna, de Joshua aussi, de Maurice Kamto et de Peter Balerin, l'ambassadeur des États-Unis. Les États-Unis accusés d'un financement occulte de 2,6 milliards de francs CFA. 3 candidats de l'opposition désignés comme les bénéficiaires du cadeau américain, démentis en cascade tout simplement au jour d'aujourd'hui, à lire à la page 7 de Mutation de ce matin. Repère parle des infrastructures de la CAN 2019 et de Paul Biya qui aura son grand stade. Le journal qui fait un focus, un zoom sur l'avancement des travaux de ce grand stade Paul Biya. Le journal Le Messager nous parle ce matin du mandat prorogé des députés, à prorogation d'1 an à partir d'octobre 2018 et en coup de force au bénéfice de Paul Biya et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal nous propose une analyse extensive sur cette question à la page 3 de sa publication de ce matin. Et puis, les États-Unis qui crient à la manipulation relativement donc au financement des partis d'opposition. Le journal reprend donc cette sortie des États-Unis qui dément formellement tout financement de quelques candidat à l'élection présidentielle, que ce soit. Et puis on termine avec le quotidien de l'économie qui s'intéresse ce matin à l'Afrique centrale et aux dirigeants des microfinances qui perdent leur pouvoir. Le quotidien de l'économie qui ajoute que les nouvelles directives de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, mettent un accent particulier sur le contrôle externe de l'état financier sur l'ensemble des pays de la sous-région. Voilà qui nous permet donc de sortir et de retrouver nos invités. Idriss Lisson, bonjour, bon mercredi. Bonjour Éric Martial et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, bienvenue donc à vous, bienvenue à Hervé Fillard Délé. Bonjour Éric Martial, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, Eric.
Je commence l'émission ce matin avec un coup de gueule. Oui. Mon coup de gueule va à l'endroit de la FIFA qui organise actuellement la Coupe du Monde. Si la FIFA a pour mission, en fait, d'organiser et de faire vivre, d'animer le football dans le monde, elle a également pour mission de veiller à ce que tous ceux qui prennent part à la Coupe du Monde puissent être traités à égal de la même manière. Hier, lors du match Nigeria-Argentine, nous avons vu comment, une fois encore, et une fois de trop, l'Afrique a été marginalisée par un arbitrage qui a permis qu'on élimine le Nigeria. Donc vraiment, si la FIFA n'a plus besoin des pays africains dans sa compétition, on n'a qu'à dire que vraiment organiser la vôtre, et je pense qu'on n'aura plus le cœur en peine. Hier, même si les positions sont revisées un peu plus ce matin par les spécialistes de l'arbitrage, voilà, qui expliquent, présentant d'ailleurs les lois de jeu pour justifier la décision de l'arbitre de ne pas accorder ce penalty. Ça veut dire que la main que nous avons vue hier n'était pas une main, en fait, c'était une tête qui était un prolongement de la tête, c'est ça? Parce que les spécialistes expliquent que le ballon qui rebondit sur la tête, qui est parti de la tête vers la main, ce n'est pas la main qui allait vers le ballon. Non, en tout cas, sauf que la main était décollée du corps. On a vu comment le gars a raté la tête de la main. Sachant aussi qu'il n'est pas possible de sauter avec les mains collées sur le corps. Fair play, il faut que l'Afrique sorte de ces genres de réactions où on pense qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Lorsque le football africain comprendra qu'il faut s'organiser, lorsque les joueurs africains sortiront du complexe, lorsque les Africains, est-ce que c'est la FIFA qui a empêché aux Nigérians de mettre des buts et tout ça? Donc je pense qu'il faut pas, ça fait partie des lois du jeu. Acceptons cela et organisons-nous pour avoir des équipes solides, mieux préparées, mieux organisées sur le plan. Tout ça, c'est de ça qu'il est question. C'est ça de nous. Voilà, je rappelle qu'en 98, le Cameroun en a été victime. En 2002 également, à chaque compétition organisée par la FIFA, il y a toujours un pays africain qui subit ce genre d'injustice. Voilà, messieurs, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, aucun journal n'en parle ce matin. Restons concentrés sur ce qui nous rassemble ici et revoyons donc ces principales unes avec donc ce mandat des députés, le texte qui est enfin à l'Assemblée nationale tel que nous le dit le journal La Nouvelle Expression et le journal qui nous propose des réactions voilà, complètement opposées. C'est le SDF qui pense que les vraies raisons de cette progression ne sont pas données, alors que pour le RDPC, tout ceci participe de la vie des institutions. C'est quoi votre avis sur cette question, Idriss Lisson? Oui, il faut déjà dire que la Nouvelle Expression a bien fait de nous donner un peu, de nous présenter que ce texte de loi qui a été annoncé, toujours par la presse, il y a 2 semaines, est finalement arrivé à l'Assemblée. Et la Nouvelle Expression a pris la peine de donner la parole aux députés RDPC qui, justement, c'est de bonne guerre, a choisi l'option de mettre en avant les textes qui donnent justement la prérogative au chef de l'État de procéder ainsi. C'est de bonne guerre, il a raison, c'est son approche. Donc, ce qui veut dire que comme le RDPC est majoritaire à l'Assemblée, ce texte de loi va passer comme il est à la poste. Mais de l'autre côté, la Nouvelle Expression nous fait savoir aussi qu'il y a un autre son de cloche au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, où il y a l'honorable Badam qui lui dit qu'il y a d'autres raisons cachées qui ne sont pas liées à cette porte ouverte par les textes. Donc, tout simplement. Donc, lui, l'exposé des motifs qui a amené cette loi à l'Assemblée ne convainc pas l'honorable Badam, ne convainc pas le SDF. Personnellement, moi-même, ça ne me convainc pas, mais nous voyons déjà cela arriver. Vous vous souvenez ici, même la presse avait évoqué cela dès le mois de décembre, même de janvier, lorsqu'on faisait le calendrier électoral de l'année pour se dire il sera surprenant que voilà, se déroule en sachant que Elekam, on n'a rien contre Elekam, mais sachant comment cela s'est fait déjà, comment Elekam était, avec ses soucis et tout le reste. Donc voilà, est-ce que on a mis Elekam en mauvaise position depuis l'an dernier pour qu'aujourd'hui on nous sorte ça comme élément pour argumenter parce qu'il y a des raisons politiques derrière? Point d'interrogation. Est-ce que à cette situation-ci, y a-t-il quelqu'un qui gagne? S'il y a quelqu'un qui gagnerait dans cette affaire, c'est le candidat de RDPC, le futur candidat à la présidentielle. Mais ça, c'est une autre affaire. De façon sous-jacente, certains estiment que les raisons réelles, les motivations réelles derrière cette prorogation ne sont pas données. L'honorable Badam, qui dans en tout cas dans ses dires, revient sur la situation chaotique du pays, notamment les 2 régions anglophones, la situation instable dans la région de l'Est Cameroun avec les réfugiés, le flux important de réfugiés et
et bien entendu le septentrion qui est loin d'être un havre de paix. Cela peut-il finalement, tout cela peut finalement représenter les vraies raisons de cette prorogation selon vous, Hervé Viard? Oui, pourquoi pas. C'est vrai que le chef d'État ne s'est jamais avoué vaincu. Et chaque fois qu'on demande de reconnaître un certain nombre de faits, il refuse de le reconnaître. Pourtant, les faits sont réels. Vous savez que les faits sont têtus. On ne peut pas mentir. Les deux régions du Cameroun, la région anglophone du Cameroun, sont en train de souffrir. Et quand vous pouvez imaginer que les populations de ce côté-là sont déplacées massivement par de près de 200 à 250 000 francs qui ont quitté la région. 250 000 personnes. 250 000 personnes qui ont quitté la région. Quand il y a une insécurité criarde et que la vie dans ce côté-là n'existe presque plus parce que c'est devenu un désert, on a brûlé les biens des uns et des autres. Là, vous comprenez qu'il est difficile d'organiser les élections dans cette partie du Cameroun. Surtout qu'il y a des assassinats et des tueries tous les jours dans cette partie du Cameroun. Donc, comprenez que la situation insécuritaire peut être un élément. Et également, quand on se retourne vers le septentrion, on va constater que l'extrême nord du Cameroun, depuis environ 3 ou 4 ans aujourd'hui, est victime des attaques de Boko Haram. C'est vrai que la vie commence à reprendre son cours normal de ce côté là-bas, mais ce n'est pas encore ce qu'on connaissait hier. Et du coup, on ne peut pas organiser des élections dans une partie du territoire camerounais où les Camerounais n'y sont pas. Surtout que c'est un suffrage universel direct, d'où on a besoin de l'expression du peuple. Et pour que l'expression du peuple soit totale, il faut que tout le monde puisse y participer. Du coup, ce sont des éléments qui puissent justifier à ce que l'on puisse reporter. Sauf que la question s'interroger, quand on reporte, à qui est-ce que ça profite? Peut-être que sur le plan politique, on peut comprendre que les Camerounais peuvent décider de faire autrement en disant, Monsieur le chef de l'État, je parle des élections municipales législatives en disant, les députés qui sont là n'ont jamais discuté des problèmes anglophones. Sans savoir organiser les élections, majoritairement des membres du parti au pouvoir, ils vont certainement perdre leur poste parce que depuis que l'on piège sur des plateaux de télévision, ou bien depuis que la population crie, on n'a jamais débattu ce problème au sein de l'Assemblée. Et voilà encore une autre session qui s'ouvre. On n'est pas certain que ce sera ouvert, ce sera fait figurer parmi les points de l'ordre du jour. Et le chef de l'État sur le plan présidentiel va vous dire qu'effectivement, quand on essaie de faire un bilan, les gens sont fâchés. Et du coup, il faudrait certainement que trouver des solutions afin que ces élections puissent avoir lieu. Auquel cas, l'assentiment, auquel cas, l'assentiment ne pourra plus bénéficier des faveurs de Camerounais au niveau des élections. Donc, du coup, il se peut qu'en organisant ces élections, sur une manière de perspective, on va constater que le parti au pouvoir pète. Alors, le messager, justement, abonde dans ce sens. Le messager qui pense qu'il s'agit d'un coup de force au bénéfice de Paul Biya et du RDPC Idriss. Oui, c'est vrai, on n'a pas encore convoqué le corps électoral pour la présidentielle, mais si on dit les raisons invoquées sont celles du fait qu'il y a l'insécurité et qu'il y a un problème de pacification des régions du Cameroun, mais la présidentielle n'a pas le droit d'être. Parce qu'on ne peut pas dire que on donne encore un an, on proroge le mandat des députés parce qu'il y a des problèmes d'insécurité et qu'on nous annonce une élection en octobre. Vous voyez un peu, ça dit qu'à ce moment-là, mais vous voyez, ils ont été très subtils. C'est-à-dire que lorsque vous lisez l'exposé des motifs, quand la loi arrive à l'Assemblée, on ne parle pas trop de cette situation. Mais on parle de chevauchement, de multiples scrutins en 2018. Voilà, on parle de chevauchement. On n'a évoqué nulle part les élections se chevauchent. Voilà, on n'a évoqué nulle part la question d'insécurité et tout. Ça veut dire quoi? Pourtant, cette question devrait être une question fondamentale. Mais si le régime en place, si le chef de l'État mettait ça en avant, on allait brandir ça pour dire, mais on ne peut pas proroger le mandat par cause d'insécurité et on organise une élection présidentielle. Donc, pour dire que c'est un coup de force. Un coup de force. S'il y a chevauchement, mais est-ce qu'on ne l'a pas su 5 ans avant? Il faut vous rappeler que les élections, l'avant-dernière législature, ils avaient eu un prolongement de 6 mois. De 6 mois. Non, il faut le savoir. Parce que en faisant cette prorogation, ils étaient bien conscients qu'en 2018, il y aura multiples élections. Parce que en faisant la prorogation de la dernière législature, toutes les élections tombaient en 2018. Et c'était bien sûr. Donc on veut nous dire que 5 ans après, on n'a pas plus le temps de savoir qu'il y aura chevauchement de X, Y, Z, de plan de disposition pour attendre la dernière minute. La raison du chevauchement. Donc, que ce soit des raisons réelles et des raisons qui sont défendables, ça laisse quand même un goût de suspicion. Et tout cela, Éric Massal, la finalité, c'est distraire. La finalité, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient les choses et qui vous mène
comme il veut et qui vous tient par À quel niveau est-ce que, comme dit le journal Le Messager, à quel niveau est-ce que ça profite à Paul Biya et à quel niveau est-ce que ça profite au RDPC? Je vais expliquer. Vous savez, en maintenant les députés, puisque la loi sera validée au sein de l'Assemblée, les députés RDPC sont majoritaires, la progression va permettre que les députés qui sont en place majoritairement RDPC rentrent battre campagne dans leur zone, sur le plan électoral. Et du coup, comme c'est de coutume au Cameroun, il faudrait donc influencer les élections de quelque manière que ce soit. Surtout que quand les gens sont fiers, vous savez, chaque fois qu'on a nommé quelqu'un quelque part, ça devient, c'est un sentiment de fierté, le chef d'État a pensé à nous. Et du coup, les députés surfent sur cette ligne-là pour apprivoiser. Ils auraient pu le faire avant. Non, sauf que je dis bien que quand on pense que les élections présidentielles pointent à l'horizon, le prolongement du mandat de député permet aux députés d'aller battre campagne dans leur zone pour la RDPC. Même si d'aucuns pensent qu'à l'état actuel, si on allait aux élections dans ce contexte, eh bien, beaucoup de députés du RDPC pourraient tomber. C'est vrai, sauf qu'ils sont encore au pouvoir, ils ont encore les moyens de l'État, ils bénéficient encore de tous ces moyens-là, et tout ça, la preuve, ils bénéficient encore de l'immunité. Donc, on forcément encore une manœuvre possible à faire, parce qu'ils ont encore accès à certaines choses que ne peuvent pas d'autres candidats. Donc, du coup, c'est plus facile pour eux de battre campagne pour le RDPC. Et c'est une faveur pour le RDPC et une faveur également pour le chef d'État qui serait certainement candidat parce qu'il faut reconnaître que c'est pas encore. Oui, Éric Marcel, il faut tout simplement que les téléspectateurs aillent lire, acheter le Messager et qu'ils puissent lire. Parce que c'est très intéressant. Nous sommes dans un environnement où un système a toujours fonctionné d'une certaine manière. Ce qui est fait là, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où, pour le RDPC, ils savent que la machine doit se mettre en branle. Elle a même déjà commencé pour le candidat pour la présidentielle. Et après, tout pourra passer comme une lettre à la poste. Mais il s'est fait. Je pense que cette fois-ci, on a atteint le seuil de saturation. Parce que les gens ne sont plus dupes. Vous l'avez si bien dit. Dans la presse, on observe. On a vu qu'aujourd'hui, 5 ans après le mandat de tous ces députés, tout le monde peut faire le constat. La presse le relève. N'en déplaise à ceux qui font de la communication au lieu de faire de l'information. L'information, c'est quoi? C'est les faits. Sur le plan factuel, qu'est-ce que ces députés ont fait de manière criarde sur le vote des textes de loi et même sur les questions de la République pour discuter des questions? Rien de particulier. Rien de particulier. Donc, moi, je pense qu'il est temps et que, qu'on proroge le mandat ou pas, les populations vont sanctionner ces personnes. Ça, c'est d'un. Et de deux, si maintenant c'est un calcul politique qui fait que ces députés à qui on a donné 1 an vont pouvoir travailler pour ce qui est normal, c'est de bonne guerre. Si le système t'a positionné et t'a permis de pouvoir vivre avec ce système-là et d'en profiter. J'ai envie de demander en 1 an, qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. C'est ce que je veux dire. Rien du tout, Éric Martial. C'est la raison pour laquelle tout l'état d'esprit que les électeurs ont aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on fait d'écrivage, les gens doivent commencer par sanctionner. Alors, si pour une fois, ils peuvent couper la tête, bon, pas la tête d'un individu, mais sanctionner celui qui est le grand maître, ça va faire que tout cela va aller très vite. Donc, c'est peut-être qu'on a projet d'1 an, mais c'est pour le donner aux populations, aux électeurs, de pouvoir trancher très vite pour que tout cela change et qu'on aille vers une autre direction. Moi, je dis, c'est un couteau à double tranchant. Il peut être utile pour le RDPC si le RDPC le manage bien avec des populations qui semblent être passives, mais si la population se réveille, et elles prennent conscience que, attention, voilà, nous sommes arrivés à terme, il faut que ça s'arrête. Ça va être l'autre côté tranchant qui va permettre de couper tout ça et de passer à autre chose. Allez, on va poursuivre avec un autre sujet qui revient dans l'essentiel des journaux ce matin. C'est cette publication en début de semaine de certains journaux de l'information selon laquelle les principaux candidats déclarés, les principaux candidats de l'opposition déclarés pour la prochaine présidentielle auraient perçu de l'argent de l'ambassade des États-Unis. Eh bien, on parle aujourd'hui de démenti en cascade. Le journal Mutation parle de jeu de massacre observé dans ces journaux et justement ces journaux qui pour la plupart ce matin font des démentis, des mises au point après la sortie de l'ambassadeur de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, une sortie qui fait suite aussi à la sortie de quelques-uns de ces leaders pointés du doigt comme ayant touché à cet argent, notamment Joshua aussi qui hier tout simplement fustigeait cette attitude d'une certaine presse. Et d'ailleurs ce matin, la Nouvelle Expression nous parle de Jean-Robert Wafo qui dénonce et des États-Unis qui démentent Hervé Villardélé. Oui, il faut dire que nous l'avons également dit sur ce plateau, je crois que c'était hier, après la sortie de Joshua aussi.
Donc aujourd'hui, constater que l'ambassade des États-Unis également n'est pas restée muette, est obligée de faire sa sortie pour clarifier, pour faire comprendre aux autres que tout ce qu'on est en train de dire, bon, écrit dans certains journaux au Cameroun n'est que pure manipulation, du moins pur mensonge. Parce qu'en fait, on est avec des élections très importantes au Cameroun, surtout les élections présidentielles, et il est question de décrédibiliser certains candidats qui semblent avoir un peu de rail et qui semblent être des potentiels challengers du chef de l'État. Et du coup, on peut utiliser certaines presses pour pouvoir les salir du moins. Et il faudrait bien que les États-Unis puissent, n'est-ce pas, faire une sortie via leur ambassade pour dire non, on n'en sait rien de cette histoire, ce n'est que pur mensonge. Et on peut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que lors de la sortie, après la sortie de l'ambassade des États-Unis sur la situation sécuritaire au Cameroun et surtout interpellant le chef de l'État à penser à sa succession, il y a quand même une traîne cabale contre les États-Unis. Du coup, on pense que les États-Unis sont derrière tout ce qui peut amener au changement de pouvoir au Cameroun. Donc la sortie de l'ambassade des États-Unis n'est que quelque chose d'assez important, c'est un démenti formel et réel sur tout ce qui est raconté pour décrédibiliser ces candidats qui semblent qui peuvent être des réels challengers, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, vous vous souvenez, depuis plusieurs années, se poser la question de savoir qui peut challenger le chef de l'État. On ne voyait que Nigel Fondi hier. Aujourd'hui, vous avez trois potentiels candidats qui ont un CV assez important et assez inquiétant même pour le pouvoir. Donc du coup, on pense que on a utilisé certains médias, bien dans certaines officines de Yaoundé, sont en train d'utiliser certains médias pour combattre ceux-là qui pourraient challenger. Alors, c'est mis au point, c'est démenti en cascade, ce jeu de massacre, j'aime bien cette une de mutation, ce jeu de massacre, et c'est démenti. La mise au point dans la météo, le soir Treillis Hebdo et tous les autres qui, voilà, se redisent ce matin, après avoir, de façon péremptoire, affirmé que ces derniers ont touché à cet argent. Mais Éric Martial, ce n'est que le début et ce n'est que la continuité. Moi, je suis amusé. Je pense que ceux qui lisent la presse doivent savoir qu'il y a aujourd'hui une catégorie de journaux qui ont choisi de pouvoir noircir un type de candidat. Donc, il faut le dire que ça n'a pas commencé avec ce jeu de massacre, tel que le titre, la mutation ce matin. Mais ça a commencé avec déjà, vous avez vu dans la presse, on nous a dit que non, le candidature unique est impossible, ces gens qui n'avaient pas 100 ans, c'est tel qui est un Suisse, tel qui est ceci, tel qui est tribaliste. Mais vous verrez ce type, ce n'est qu'une étape de plus. Tout élément qui va contribuer à noircir, à distraire les électeurs. Parce que moi je dis, les lecteurs qui lisent la presse ne doivent pas être distraits. Et il faut lire en sachant que l'objectif de ceux qui sont en face est de démontrer que en face on a des gens qui ne sont pas des patriotes parce qu'ils vont aller chercher de l'argent de financement à l'extérieur. Ça c'est d'un. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'argent de financement qui vient du parti au pouvoir, qui vient de l'extérieur? Ça c'est une question. Les Camerounais doivent savoir que pour que ce pays change, c'est eux seuls qui devront le faire changer. Donc quand on donne l'impression qu'il y a d'autres candidats qui sont financés et d'autres, mais soyons sérieux. Supposons même que ces candidats aient 2 milliards et demi, divisé par 3 milliards environ. Qu'est-ce que ça fait pour préparer l'élection? Je dis rien du tout, c'est du pipeau. Contrairement en face avec un candidat qui va utiliser tous les moyens de l'État, avec tout ce qu'on sait. C'est connu depuis des lustres, depuis 92, 97, 2004, 2011. C'est connu qu'un candidat en face a tous les moyens de l'État. Les autres sont... Mais je pense que qui va aller loin maintenant? Mais finalement, quelle image pour la presse camerounaise voilà, qui s'en sort quand même bien assombrie avec cette affaire? Non, mais est-ce qu'elle vous a dit qu'elle est assombrie? Parce que, par exemple, dans la météo, on voit une note de la rédaction qui justifie. Par ailleurs, qui dit que non, on avait appelé les responsables de l'ambassade qui n'ont pas répondu, on était en bouclage, on a publié, mais on a donné la parole quand même à l'opposition, un candidat qui... Mais, à la fin de la rédaction, on dit, mais n'oubliez pas, monsieur l'ambassadeur, que par rapport à vos propos, au sortir de l'entretien, vous avez demandé au chef de l'État, vous avez manqué à un élément qui est essentiellement lié à la diplomatie, aux règles de la diplomatie. Donc, vous imaginez, je dis, nous sommes dans un schéma pluraliste. La presse peut choisir un camp, un candidat et faire ce qu'elle veut là. Ceux qui sanctionnent sont les lecteurs. Il n'y a pas de... Ça ne décrédibilise pas. Non, ça décrédibilise pour une certaine opinion. C'est pour ça que je dis que c'est les lecteurs. C'est les lecteurs qui vont dire
que telle presse est crédible ou pas du tout. C'est de ça que la question. Et ne soyez pas surpris qu'un type de journaux disparaisse avec un type de système. Ainsi va la vie. Et peut-être que comme on a la fin d'un cycle, il y a des gens qui ont décidé de tout mettre sur une certaine presse pour pouvoir noircir d'autres. Parce que c'est aussi cela. Ce que nous vivons aujourd'hui, on l'a vécu en 92. Il ne faut pas oublier cela. On avait taxé une certaine presse de la Sainte Trinité avec les autres qui étaient... Ce n'est pas nouveau dans notre environnement. Mais je dis, cela ne doit pas distraire, et je finis par là, les lecteurs, les Camerounais qui sont les électeurs, qui savent qu'ils vivent mal, qui savent qu'ils sont dans un mal-être, qui savent qu'ils sont dans un pays qui n'est pas en paix et qu'il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que ceux qui gèrent ça soient mis de côté. Vraiment, il n'y a même pas à chercher les médias 14, on va nous dire les Américains, les Suisses, les X, Y, Z. Nous sommes nous-mêmes au pied du mur. Si nous ne disons pas que ça change, ne pleurons pas, ne pleurnichons pas, acceptons ça et ne pleurons nulle part. Si nous voulons que ça change, il faut changer par le vote et mettre tous ceux qui sont là. Villard, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste dire que c'est vrai que la presse va prendre un coup. Sauf que, comme le soulignait Idriss, vous savez que les presses chaque presse a sa ligne éditoriale et a forcément son financement. Vous pouvez comprendre que ceux qui soutiennent ce genre de choses ont forcément des financements obscurs qui viennent de ceux-là qui sont certainement les acolytes du pouvoir ou pas. Ou qu'ils ont des acquaintances avec le pouvoir, et du coup, même s'il n'y a aucune trace qui démontre qu'ils ont été financés de ce côté-là, il faut quand même reconnaître qu'ils bénéficient de certaines faveurs. Et je voudrais vous rappeler sur ce plateau que, à la veille des échéances électorales, il y a toujours le nombre de titres au Cameroun grandit, du moins se multiplie, se décuple, parce qu'il y a des presses qui sont nées juste pour l'opération électorale, juste pour descendre un certain nombre de candidats. Et dès que les élections vont finir, ils vont également disparaître parce qu'il y a de l'argent pour les financer, pour les permettre de nuire à certains candidats, pour que ceux-ci ne puissent pas bénéficier de l'assentiment du peuple ou bien des élections. Sauf que, comme le signait Idriss tout à l'heure, le peuple est le seul souverain. La presse peut dire, la presse peut parler et ne pas parler. Vraiment, il n'y a que vous avez le droit de voter, le droit de censure vous revient. Alors, et si que vous souffrez dans un pays, vous avez besoin de changer, c'est à vous que revient le vote. Vous votez et vous votez et vous défendez vos votes parce qu'après avoir voté, il faut rester surveillé pour qu'il n'y ait pas de tripatouillage. Vous savez qu'au Cameroun, après chaque élection, il y a toujours dénoncé le tripatouillage tout en disant que les dés sont bipés avant. Alors, puisqu'on est sur la présidentielle, évoquons ce titre de l'œil du Sahel qui parle de la Damawa et s'interroge. Ventre mou de Paul Biya. Oui, et Martial, si on se met dans la logique du gâteau national tel que l'œil du Sahel a pris la spécialisation de nous faire toujours la part du gâteau. Ouais. Hein, vous savez que c'est un journal qui s'est spécialisé à les régionalistes. Voilà. Donc, c'est normal que, puisque nous sommes dans un environnement où on veut toujours dire soutenons le régime parce que nous aurons un retour. Absolument. Mais je dis toujours, et moi ça m'amuse, parce que avec à la clé le repli identitaire. Voilà où nous sommes arrivés. Mais fatalement, même les régions là où il y a eu 100 ministres, que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Mais on a vu ici que quelqu'un avait écrit que le paradoxe. Paradoxe pays organisateur. Vraiment, donc c'est pour dire que c'est vrai que la Damawa a eu 11 ministres depuis 33 changements de 11 membres de gouvernement. Depuis 33 remaniements ministériels. En 36 ans. S'ils avaient même eu 100, ça aurait changé la Damawa, je doute fort. Il faut que les populations, quand on lit un titre comme ça, le met, c'est pour attirer l'attention des lecteurs et des Camerounais. Pour leur dire qu'attention, ne pensons pas que ce sont les ministres, les membres du gouvernement qui vont venir changer. C'est nous-mêmes qui devons changer. Et changer veut dire que nous devons voter les vrais conseils municipaux qui règlent nos problèmes de tous les jours avec nous. Nous devons voter les députés qui votent des lois pour que les choses changent, pour que nous ayons les facilités pour pouvoir mobiliser les ressources et faire avancer nos choses. Et non d'attendre que quelqu'un sera ministre et va venir faire la route de chez nous ou bien nous donner à manger. Vraiment, c'est fini parce que c'est avec ce type de système que le RDPC nous habitue où les gens doivent s'aligner chez un ministre pour attendre que chacun pose son problème le matin pour recevoir quelques prébans. Ça, il faut qu'on sorte de ce paternalisme en 2018 qui est révoltant. Donc je dis bien, si on reste dans un système où on va dire qu'il faut un nombre de ministres pour que les choses changent, la Damawa a raison
de se plaindre et de choisir des opposants, d'être la base des opposants. Comme on dit, mais il faut dire que l'opposition aujourd'hui se retrouve partout. C'est pas seulement dans la Damawa. La Damawa qui a vu 2 candidats être investis pour la présidentielle, Cabral Libi et tout récemment, c'était samedi dernier à Kerimuna. C'est pour les populations de ce côté-là des indicateurs, des populations finalement heureuses de voir les choses se passer de la sorte. On peut s'attendre à quelque chose par rapport à cela. Oui, bien sûr, je pense que la population peut attendre au changement. Vous savez, c'est depuis 1990 que le Cameroun a besoin de changement et qu'on a crié haut et fort de ce changement. Sauf qu'on ne s'est pas mis dans les conditions de ce changement, même si on peut estimer qu'il a été brimé par le pouvoir quand il aspirait à ce changement. On peut faire penser aux événements de février 2008. On peut penser également aux événements de ville morte et autres, où beaucoup de Camerounais ont perdu la vie parce qu'il y a quand même un changement au Cameroun. Maintenant, je pense qu'avec le fait que ces 2 candidats, Akerimuna et Cabral Libi, partent déclarer leur candidature dans cette zone, c'est pour bénéficier des investir. C'est pour faire investir, des partis oui, implantés dans cette zone. C'est pour bénéficier des assentiments des peuples de cette partie du Cameroun qui se sentent marginalisés parce que quand on essaie de faire une lecture, quand on essaie de faire un tour dans cette partie du Cameroun, on va constater que le développement n'est pas optimal. Il n'y a pas d'électricité dans plusieurs régions, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Ce sont les éléments primaires pour permettre aux populations, au moins ceux qui ont encore des besoins primaires, de pouvoir être assouvis. Et là, c'est une zone où le développement n'y est pas. Et certainement qu'en choisissant ce candidat, c'est parce qu'ils estiment que le discours prêché par ces 2 candidats investis dans cette zone est le discours qu'ils veulent écouter. Et certainement que ceux-là pourront apporter, s'ils sont votés, des éléments pour leur développement, pour leur bien-être. Parce qu'il faut reconnaître que c'est du bien-être du peuple camerounais qu'il s'agit. Et chaque région, par rapport à ses aspirations, par rapport à ses désirata, devrait soutenir des candidats qui pensent à même de pouvoir résoudre ces problèmes. Ce n'est pas forcément parce qu'on sera chef d'État qu'on va le faire. Non, je pense qu'on peut mettre sur pied une politique pour que les populations puissent se mettre ensemble pour se développer. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça. On attend toujours que la main tombe du ciel, que la main tombe de celui qui a le pouvoir, que la main tombe de ceux qui ont été choisis, par ceux qui ont le pouvoir, par ceux qui ont été nommés. Du coup, vous comprenez que ça devient très compliqué d'un pays comme le nôtre, où le développement doit être un élément de base. Voilà, on va sortir certainement avec vous, Idriss. Calcul politique pour ces 2 candidats investis dans la Damawa, c'est un bon calcul politique? Oui, calcul politique à 2 niveaux. Calcul politique parce que vous savez, le parti qui investit à Kerimuna est un parti qui a des conseils municipaux dans l'avancement des Gaoudé premier. Et le parti Univers qui investit Cabral est un parti qui a des conseils municipaux en troisième. Donc, pour tout simplement dire que ça c'est d'un, c'est politique. De 2, c'est aussi un calcul stratégique. Parce que vous savez, la Damawa qui est un peu la porte, quand on vient du sud, la porte d'entrée du Grand Nord, ça peut permettre à ces candidats d'avoir des partisans qui vont se déployer aussi de ce côté-là. Et pour dire que, malgré qu'ils soient originaires du sud du pays, ils sont conscients des problèmes de ceux qui sont dans le nord et vice-versa. Donc, en fait, je pense que pour moi, ça ne devrait même pas faire un problème. On peut investir un candidat, que ce soit à Maroua, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Bouya, que ce soit à Douala, je ne sais pas où, avec tout ce que cela comporte. Donc, on a vu comment Joshua a été investi à Bamenda. Et tout ça, c'est vrai que c'était le... Donc, pour moi, ce n'est pas un souci. Mais le souci, c'est seulement dans l'interprétation et dans le fait que certaines personnes et certains partis pensent que certaines parties du Cameroun leur appartiennent et leur sont réservées. Je dis, il faut qu'on sorte, parce qu'on peut aussi investir... C'est nombriliste. Voilà, on peut aussi investir un parti à Ibolova, pourquoi pas. Absolument. Alors, merci. Merci Idriss, merci à Vivillard, merci à vous qui nous avez regardé, madame, monsieur. Nous souhaitons de passer une très belle journée, ceci en compagnie de nos programmes. Demain, nous serons là pour notre numéro. Au revoir. De petit oublié d'oublier donc
par le président de la République, pendant que d'autres régions, sur ces 36 ans, ont eu droit à une centaine de ministres. Et finalement, le journal de conclure que tous ces chiffres pourraient jouer à l'avantage, à la faveur de ces deux candidats qui ont choisi de se faire investir dans cette région et par deux partis implantés dans cette région de l'Adamawa, avec des populations qui, à travers ces candidats, peuvent tout simplement espérer vivre des lendemains meilleur en cas d'élection de ces candidats. La météo, Tri Hebdo ce matin fait une mise au point avec l'ambassadeur des États-Unis qui dément le financement de l'opposition. Les États-Unis n'ont de préférence pour aucun candidat ni pour aucun parti. Notre position est claire. Il appartient au peuple camerounais de décider sur son dirigeant et pour que cette volonté du peuple s'exprime, les élections doivent être libres, justes et crédibles. Dixit l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Ceci fait suite à la publication par ce journal en début de semaine de l'information selon laquelle les trois candidats déclarés à l'élection présidentielle que l'on voit en grande une, Joshua aussi, Maurice Kamto et Akeri Mouna, auraient bénéficié d'un financement, voilà, de Peter Balerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Une mise au point qui vient donc faire pousser le journal à se démentir relativement à cette information, même si une note de la rédaction fait suite à cette mise au point, note de la rédaction dans laquelle la météo fait savoir qu'elle n'a pu rentrer en contact avec aucun officiel, aucun responsable de cette ambassade avant publication, tout simplement parce que ces derniers étaient inaccessibles. Le soir, lui aussi apporte un démenti à l'information que ce journal avait publié le soir, qui avait lui aussi publié donc cette information. Et aujourd'hui, dans la publication de ce matin, le soir, nous présente cette mise au point. L'ambassadeur des États-Unis écrit au journal Le Soir, allant donc dans le même sens. Et puis, c'est le journal qui nous parle aussi à sa grande une, voilà, de l'abogénie et de ses problèmes de gestion. Mutation reste sur cette actualité et titre sur la présidentielle 2018 parle ce matin en grande une de jeu de massacre. C'est ce que dit Mutation avec en grande une les photos Foudakeri Mouna, de Joshua aussi, de Maurice Kamto et de Peter Balerin, l'ambassadeur des États-Unis. Les États-Unis accusés d'un financement occulte de 2,6 milliards de francs CFA. Trois candidats de l'opposition désignés comme les bénéficiaires du cadeau américain, démentis en cascade tout simplement au jour d'aujourd'hui, à lire à la page 7 de Mutation de ce matin. Repère parle des infrastructures de la CAN 2019 et de Paul Biya qui aura son grand stade. Le journal qui fait un focus, un zoom sur l'avancement des travaux de ce grand stade Paul Biya. Le journal Le Messager nous parle ce matin du mandat prorogé des députés, à prorogation d'un an à partir d'octobre 2018 et en coup de force au bénéfice de Paul Biya et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal nous propose une analyse extensive sur cette question à la page 3 de sa publication de ce matin. Et puis les États-Unis qui crient à la manipulation relativement donc au financement des partis d'opposition. Le journal reprend donc cette sortie des États-Unis qui dément formellement tout financement de quelques candidats à l'élection présidentielle, que ce soit. Et puis on termine avec le quotidien de l'économie qui s'intéresse ce matin à l'Afrique centrale et aux dirigeants des microfinances qui perdent leur pouvoir. Le quotidien de l'économie qui ajoute que les nouvelles directives de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, mettent un accent particulier sur le contrôle externe de l'état financier sur l'ensemble des pays de la sous-région. Voilà qui nous permet donc de sortir et de retrouver nos invités. Driss Lisson, bonjour, bon mercredi. Bonjour Éric Martial et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, bienvenue donc à vous, bienvenue à Hervé Fillard Délé. Bonjour Éric Martial, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Eric, je commence l'émission ce matin avec un coup de gueule. Oui. Mon coup de gueule va à l'endroit de la FIFA qui organise actuellement la Coupe du Monde. Si la FIFA a pour mission, en fait, d'organiser et de faire vivre, d'animer
le football dans le monde et la grande promotion de veiller à ce que tous ceux qui prennent part à la Coupe du Monde puissent être traités à égal de la même manière. Hier, lors du match Nigeria-Argentine, nous avons vu comment une fois encore, et une fois de trop, l'Afrique a été marginalisée par un arbitrage qui a permis qu'on élimine le Nigeria. Donc vraiment, si la FIFA n'a plus besoin des pays africains dans sa compétition, on n'a qu'à dire que vraiment organiser la vôtre, et je pense qu'on n'aura plus le cœur en peine. Hier, même si les positions sont revisées un peu plus ce matin par les spécialistes de l'arbitrage, voilà, qui expliquent, présentant d'ailleurs les lois de jeu pour justifier la décision de l'arbitre de ne pas accorder ce penalty. Ça veut dire que la main que nous avons vue hier n'était pas une main, en fait, c'était une tête qui était un prolongement de la tête, c'est ça? Parce que les spécialistes expliquent que le ballon qui rebondit sur la tête, qui est parti de la tête vers la main, ce n'est pas la main qui allait vers le ballon. Non, en tout cas, sauf que la main était décollée du corps. On a vu comment le gars a raté la tête de la main. Sachant aussi qu'il n'est pas possible de sauter avec les mains collées sur le corps. Fair play, il faut que l'Afrique sorte de ces genres de réactions où on pense qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Lorsque le football africain comprendra qu'il faut s'organiser, lorsque les joueurs africains sortiront du complexe, lorsque les Africains, est-ce que c'est la FIFA qui a empêché aux Nigérians de mettre les buts et tout ça? Donc je pense qu'il faut pas, ça fait partie des lois du jeu. Acceptons cela et organisons-nous pour avoir des équipes solides, mieux préparées, mieux organisées sur le plan organisé. Tout ça, c'est de ça qu'il est question. C'est ça de nous plaît. Voilà, je rappelle qu'en 98, le Cameroun en a été victime, en 2002 également. À chaque compétition organisée par la FIFA, il y a toujours un pays africain qui subit ce genre d'injustice. Voilà, messieurs, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, aucun journal n'en parle ce matin. Restons concentrés sur ce qui nous rassemble ici et revoyons donc ces principales unes avec donc ce mandat des députés, le texte qui est enfin à l'Assemblée nationale tel que nous le dit le journal La Nouvelle Expression et le journal qui nous propose des réactions voilà, complètement opposées. C'est le SDF qui pense que les vraies raisons de cette progression ne sont pas données, alors que pour le RDPC, tout ceci participe de la vie des institutions. C'est quoi votre avis sur cette question, Idriss Lisson? Oui, il faut déjà dire que la Nouvelle Expression a bien fait de nous donner un peu, de nous présenter que ce texte de loi qui a été annoncé, toujours par la presse, il y a 2 semaines, est finalement arrivé à l'Assemblée. Et la Nouvelle Expression a pris la peine de donner la parole aux députés RDPC qui, justement, c'est de bonne guerre, a choisi l'option de mettre en avant les textes qui donnent justement la prérogative au chef de l'État de procéder ainsi. C'est de bonne guerre, il a raison, c'est son approche. Donc, ce qui veut dire que comme le RDPC est majoritaire à l'Assemblée, ce texte de loi va passer comme il est à la poste. Mais de l'autre côté, la Nouvelle Expression nous fait savoir aussi qu'il y a un autre son de cloche au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, où il y a l'honorable Badam qui lui dit qu'il y a d'autres raisons cachées qui ne sont pas liées à cette porte ouverte par les textes. Donc, tout simplement. Donc, lui, l'exposé des motifs qui a amené cette loi à l'Assemblée ne convainc pas l'honorable Badam, ne convainc pas le SDF. Personnellement, moi-même, ça ne me convainc pas, mais nous voyons déjà cela arriver. Vous vous souvenez ici, même la presse avait évoqué cela dès le mois de décembre, même de janvier, lorsqu'on faisait le calendrier électoral de l'année, pour se dire, il sera surprenant que voilà, se déroule en sachant que Elekam, on n'a rien contre Elekam, mais sachant comment cela s'est fait déjà, comment Elekam était, avec ses soucis et tout le reste. Donc voilà, est-ce que on a mis Elekam en mauvaise position depuis l'an dernier pour qu'aujourd'hui on nous sorte ça comme élément pour argumenter parce qu'il y a des raisons politiques derrière? Point d'interrogation. Est-ce que à cette situation-ci, y a-t-il quelqu'un qui gagne? S'il y a quelqu'un qui gagnerait dans cette affaire, c'est le candidat de RDPC, le futur candidat à la présidentielle. Mais ça, c'est une autre affaire. De façon sous-jacente, certains estiment que les raisons réelles, les motivations réelles derrière cette prorogation ne sont pas données. L'honorable Badam, qui dans en tout cas dans ses dires, revient sur la situation chaotique du pays, notamment les 2 régions anglophones, la situation instable dans la région de l'Est Cameroun avec les réfugiés, le flux important de réfugiés et
et bien entendu le septentrion qui est loin d'être un havre de paix. Cela peut-il finalement, tout cela peut finalement représenter les vraies raisons de cette prorogation selon vous, Hervé Viard? Oui, pourquoi pas. C'est vrai que le chef d'État ne s'est jamais avoué vaincu. Et chaque fois qu'on demande de reconnaître un certain nombre de faits, il refuse de le reconnaître. Pourtant, les faits sont réels. Vous savez que les faits sont têtus. On ne peut pas mentir. Les deux régions du Cameroun, la région anglophone du Cameroun, sont en train de souffrir. Et quand vous pouvez imaginer que les populations de ce côté-là sont déplacées massivement par de près de 200 à 250 000 francs qui ont quitté la région. 200 à 250 000 personnes. 250 000 personnes qui ont quitté la région. Quand il y a une insécurité criarde et que la vie dans ce côté-là n'existe presque plus parce que c'est devenu un désert, on a brûlé les biens des uns et des autres. Là, vous comprenez qu'il est difficile d'organiser les élections dans cette partie du Cameroun. Surtout qu'il y a des assassinats et des tueries tous les jours dans cette partie du Cameroun. Donc, comprenez que la situation insécuritaire peut être un élément. Et également, quand on se retourne vers le septentrion, on va constater que l'extrême nord du Cameroun, depuis environ 3 ou 4 ans aujourd'hui, est victime des attaques de Boko Haram. C'est vrai que la vie commence à reprendre son cours normal de ce côté là-bas, mais ce n'est pas encore ce qu'on connaissait hier. Et du coup, on ne peut pas organiser des élections dans une partie du territoire camerounais où les Camerounais n'y sont pas. Surtout que c'est un suffrage universel direct, d'où on a besoin de l'expression du peuple. Et pour que l'expression du peuple soit totale, il faut que tout le monde puisse y participer. Du coup, ce sont des éléments qui puissent justifier à ce que l'on puisse reporter. Sauf que la question s'interroger, quand on reporte, à qui est-ce que ça profite? Peut-être que sur le plan politique, on peut comprendre que les Camerounais peuvent décider de faire autrement en disant, Monsieur le chef de l'État, je parle des élections municipales législatives en disant, les députés qui sont là n'ont jamais discuté des problèmes anglophones. Sans savoir organiser les élections, majoritairement des membres du parti au pouvoir, ils vont certainement perdre leur poste parce que depuis que l'on piège sur des plateaux de télévision, ou bien depuis que la population crie, on n'a jamais débattu ce problème au sein de l'Assemblée. Et voilà encore une autre session qui s'ouvre. On n'est pas certain que ce sera ouvert, ce sera fait figurer parmi les points de l'ordre du jour. Et le chef de l'État sur le plan présidentiel va vous dire qu'effectivement, quand on essaie de faire un bilan, les gens sont fâchés. Et du coup, il faudrait certainement que trouve des solutions afin que ces élections puissent avoir lieu. Auquel cas, l'assentiment, auquel cas, l'assentiment ne pourra plus bénéficier des faveurs de Camerounais au niveau des élections. Donc, du coup, il se peut qu'en organisant ces élections, sur une manière de perspective, on va constater que le parti au pouvoir pète. Alors, le messager, justement, abonde dans ce sens. Le messager qui pense qu'il s'agit d'un coup de force au bénéfice de Paul Biya et du RDPC Idriss. Oui, c'est vrai, on n'a pas encore convoqué le corps électoral pour la présidentielle, mais si on dit les raisons invoquées sont celles du fait qu'il y a l'insécurité et qu'il y a le problème de pacification des régions du Cameroun, mais la présidentielle n'a pas le droit d'être. Parce qu'on ne peut pas dire que on donne encore 1 an, on proroge le mandat des députés parce qu'il y a des problèmes d'insécurité et qu'on nous annonce une élection en octobre. Vous voyez un peu, ça dit qu'à ce moment-là, mais vous voyez, ils ont été très subtils. C'est-à-dire que lorsque vous lisez l'exposé des motifs, quand la loi arrive à l'Assemblée, on ne parle pas trop de cette situation. Mais on parle de chevauchement, de multiples scrutins en 2018. Voilà, on parle de chevauchement. On n'a évoqué nulle part les élections se chevauchent. Voilà, on n'a évoqué nulle part la question d'insécurité et tout. Ça veut dire quoi? Pourtant, cette question devrait être une question fondamentale. Mais si le régime en place, si le chef de l'État mettait ça en avant, on allait brandir ça pour dire, mais on ne peut pas proroger le mandat par cause d'insécurité et on organise une élection présidentielle. Donc, pour dire que c'est un coup de force. Un coup de force. S'il y a chevauchement, mais est-ce qu'on ne l'a pas su 5 ans avant? Il faut vous rappeler que les élections, l'avant-dernière législature, ils avaient eu un prolongement de 6 mois. De 6 mois. Non, il faut le savoir. Parce que en faisant cette prorogation, ils étaient bien conscients qu'en 2018, il y aura multiples élections. Parce que en faisant la prorogation de la dernière législature, toutes les élections tombaient en 2018. Et c'était bien sûr. Donc on veut nous dire que 5 ans après, on n'a pas plus le temps de savoir qu'il y aura chevauchement de X, Y, Z, de plan de disposition pour attendre la dernière minute. La raison du chevauchement. Donc, que ce soit des raisons réelles et des raisons qui sont défendables, ça laisse quand même un goût de suspicion. Et tout cela, Éric Massal, la finalité, c'est distraire. La finalité, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient les choses et qui vous mène
comme il veut et qui vous tient par À quel niveau est-ce que, comme dit le journal Le Messager, à quel niveau est-ce que ça profite à Paul Biya et à quel niveau est-ce que ça profite au RDPC? Je vais expliquer. Vous savez, en maintenant les députés, puisque la loi sera validée au sein de l'Assemblée, les députés RDPC sont majoritaires, la prorogation va permettre que les députés qui sont en place majoritairement RDPC rentrent battre campagne dans leur zone, sur le plan électoral. Et du coup, comme c'est de coutume au Cameroun, il faudrait donc influencer les élections de quelque manière que ce soit. Surtout que quand les gens sont fiers, vous savez, chaque fois qu'on a nommé quelqu'un quelque part, ça devient, c'est un sentiment de fierté, le chef d'État a pensé à nous. Et du coup, les députés surfent sur cette ligne-là pour apprivoiser. Ils auraient pu le faire avant. Non, sauf que je dis bien que quand on pense que les élections présidentielles pointent à l'horizon, le prolongement du mandat de député permet aux députés d'aller battre campagne dans leur zone pour la RDPC. Même si d'aucuns pensent qu'à l'état actuel, si on allait aux élections dans ce contexte, eh bien, beaucoup de députés du RDPC pourraient tomber. C'est vrai, sauf qu'ils sont encore au pouvoir, ils ont encore les moyens de l'État, ils bénéficient encore de tous ces moyens-là, et tout ça, la preuve, ils bénéficient encore de l'immunité. Donc, on forcément encore une manœuvre possible à faire, parce qu'ils ont encore accès à certaines choses que ne peuvent pas d'autres candidats. Donc, du coup, c'est plus facile pour eux de battre campagne pour le RDPC. Et c'est une faveur pour le RDPC et une faveur également pour le chef d'État qui serait certainement candidat parce qu'il faut reconnaître que c'est pas encore. Oui, Éric Marcel, il faut tout simplement que les téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette autre édition de la revue des grandes unes avec nos invités déjà installés donc pour commenter ces principales unes parues ce mercredi 27 juin 2018. Et nous démarrons la revue de ces unes avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse ce matin au mandat des députés. C'est le texte qui est à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés pour une durée d'1 an a été déposé à l'hémicycle après 2 semaines de conjecture au centre de l'opinion publique. Réaction dans ce journal des honorables Joseph Mbandam du Social Democratic Front et Gaston Komba du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les réactions à l'opposé avec Joseph Mbandam qui pense que le prétexte donné par Paul Biya pour proroger, en tout cas, ne convainc pas grand monde, alors que Gaston Komba du RDPC pense que ce projet de loi participe de la vie normale des institutions. Le projet qui est donc sur la table des députés et qui est bien parti pour être adopté. Et donc les députés qui vont leur mandat prorogé d'1 an. Le journal nous parle aussi de la normalisation et de l'avenir de Dieudonné Api à la Fédération camerounaise de football qui se joue chez Cavaillé Guédibril, notamment à l'Assemblée nationale. Le projet de modification de la loi de 2011 à l'origine du report de l'Assemblée générale d'adoption des textes de la FECAFOOT est arrivé à l'Assemblée nationale. C'était hier, nous dit le journal, qui ajoute que son amendement non sera tributaire du destin du comité de normalisation. À lire aussi, c'est dans les colonnes de La Nouvelle Expression de ce matin, crise anglophone, un inspecteur de police tué. Patrice Diguengue a été kidnappé par les Ambazoniens le 5 juin 2018, a été retrouvé amputé de ses parties génitales. L'image qui a fait le tour des réseaux sociaux avec de multiples réactions d'indignation. Le journal revient donc sur la psychose qui a gagné les familles des autres kidnappés, des familles qui vivent donc tout simplement dans l'expectative. Et le journal de rappeler que depuis le début de cette crise anglophone, seuls quelques rares personnes et personnalités kidnappées ont recouvré la liberté, ce qui n'augure pas des lendemains luxueux pour ces autres otages des Ambazoniens.
Et puis, c'est cette affaire de financement des opposants, Jean-Robert Wafo, qui dénonce dans un communiqué le ministre du Shadow Cabinet du Social Democratic Front en charge de l'information étale les incohérences des journaux proches du pouvoir qui ont donc mis à l'affiche depuis le début de la semaine 3 candidats de l'opposition, notamment Joshua aussi, Maurice Kamto et Maître Akeri Mouna, comme ayant perçu près de 3 milliards de francs CFA de l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour barrer la route à Paul Biya dans la perspective de l'élection présidentielle de cette année 2018. Et justement aussi dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, l'on reprend cette réaction des États-Unis qui démentent. L'ambassade des États-Unis n'a donné de l'argent à personne, a dit le conseiller aux affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. C'est tout ceci à lire dans les colonnes de La Nouvelle Expression. L'œil du Sahel ce matin nous parle de la présidentielle 2018 avec un focus sur la région de l'Adamawa et cette interrogation qui barre la une. L'Adamawa, ventre mou de Paul Biya. Le journal s'appuie relativement à cela sur l'investiture de deux candidats deux candidats déclarés pour la prochaine élection présidentielle. Cabral Libi, investi par le parti Univers, implanté dans la région de l'Adamawa, et c'était justement dans l'Adamawa, et Akeri Mouna, investi par le FPD, parti lui aussi implanté dans cette région de l'Adamawa. Véritable calcul politique, pense le savoir certains spécialistes de cette région et même des habitants de cette région qui apprécient ces actions de ces deux hommes politiques, et le journal L'œil du Sahel de poursuivre plus loin en constatant que dans le gouvernement actuel, la région de l'Adamawa ne dispose que de 3 ministres dans ce gouvernement contre 9 par exemple pour la région du centre. Le journal qui va plus loin en constatant qu'en 36 ans de règne, le président Paul Biya a par 33 fois remanié son gouvernement en utilisant donc un total de 308 ministres, et sur les 308, l'œil du Sahel qui fait savoir que seuls 11 sont issus ou ont été issus de la région de l'Adamawa, qui fait finalement au fil acheter le messager et qu'il puisse lire. Parce que c'est très intéressant. Nous sommes dans un environnement où un système a toujours fonctionné d'une certaine manière. Ce qui est fait là, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que on est dans une logique où, pour le RDPC, ils savent que la machine doit se mettre en branle. Elle a même déjà commencé pour le candidat pour la présidentielle. Et après, tout pourra passer comme une lettre à la poste. Mais il s'est fait. Je pense que cette fois-ci, on a atteint le seuil de saturation. Parce que les gens ne sont plus dupes. Vous l'avez si bien dit. Dans la presse, on observe. On a vu qu'aujourd'hui, 5 ans après le mandat de tous ces députés, tout le monde peut faire le constat. La presse le relaie. N'en déplaise à ceux qui font de la communication au lieu de faire de l'information. L'information, c'est quoi? C'est les faits. Sur le plan factuel, qu'est-ce que ces députés ont fait de manière criarde sur le vote des textes de loi et même sur les questions de la République pour discuter des questions? Rien de particulier. Rien de particulier. Donc, moi, je pense qu'il est temps et que, qu'on proroge un mandat ou pas, les populations vont sanctionner ces personnes. Ça, c'est d'un. Et de deux, si maintenant c'est un calcul politique qui fait que ces députés à qui on a donné 1 an vont pouvoir travailler pour ce qui est normal, c'est de bonne guerre. Si le système t'a positionné et t'a permis de pouvoir vivre avec ce système-là et d'en profiter. J'ai envie de demander en 1 an, qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. C'est ce que je veux dire. Rien du tout, Éric Martial. C'est la raison pour laquelle tout l'état d'esprit que les électeurs ont aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on fait d'écrivage, les gens doivent commencer par sanctionner. Alors, si pour une fois, ils peuvent couper la tête, bon, pas la tête d'un individu, mais sanctionner celui qui est le grand maître, ça va faire que tout cela va aller très vite. Donc, c'est peut-être qu'on a projet d'1 an, mais c'est pour donner aux populations, aux électeurs, de pouvoir trancher très vite pour que tout cela change et qu'on aille vers une autre direction. Moi, je dis, c'est un couteau à double tranchant. Il peut être utile pour le RPC si le RPC le manage bien avec des populations qui semblent être passives, mais si la population se réveille, et elles prennent conscience que, attention, voilà, nous sommes arrivés à terme, il faut que ça s'arrête. Ça va être l'autre côté tranchant qui va permettre de couper tout ça et de passer à autre chose. Allez, on va poursuivre avec un autre sujet qui revient dans l'essentiel des journaux ce matin. C'est cette publication en début de semaine de certains journaux de l'information selon laquelle les principaux
candidats déclarés, les principaux candidats de l'opposition déclarés pour la prochaine présidentielle auraient perçu de l'argent de l'ambassade des États-Unis. Eh bien, on parle aujourd'hui de démenti en cascade. Le journal Mutation parle de jeu de massacre observé dans ces journaux et justement ces journaux qui pour la plupart ce matin font des démentis, des mises au point après la sortie de l'ambassadeur de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, une sortie qui fait suite aussi à la sortie de quelques-uns de ces leaders pointés du doigt comme ayant touché à cet argent, notamment Joshua aussi qui hier tout simplement fustigeait cette attitude d'une certaine presse. Et d'ailleurs ce matin, la Nouvelle Expression nous parle de Jean-Robert Wafo qui dénonce et des États-Unis qui démentent Hervé Villardéli. Oui, il faut dire que nous l'avons également dit sur ce plateau, je crois que c'était hier, après la sortie de Joshua Joshua aussi. Donc aujourd'hui, constater que l'ambassade des États-Unis également n'est pas restée muette, est obligée de faire sa sortie pour clarifier, pour faire comprendre aux autres que tout ce qu'on est en train de dire, écrit dans certains journaux au Cameroun n'est que pure manipulation, du moins pure mensonge. Parce qu'en fait, on est avec des élections très importantes au Cameroun, surtout les élections présidentielles, et il est question de décrédibiliser certains candidats qui semblent avoir un peu de rail et qui semblent être des potentiels challengers du chef de l'État. Et du coup, on peut utiliser certaines presses pour pouvoir les salir du moins. Et il faudrait bien que les États-Unis puissent, n'est-ce pas, faire une sortie via leur ambassade pour dire non, on n'en sait rien de cette histoire, ce n'est que pur mensonge. Et on peut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que lors de la sortie, après la sortie de l'ambassade des États-Unis sur la situation sécuritaire au Cameroun et surtout interpellant le chef de l'État à penser à sa succession, il y a quand même une traîne cabale contre les États-Unis. Du coup, on pense que les États-Unis sont derrière tout ce qui peut amener au changement de pouvoir au Cameroun. Donc la sortie de l'ambassade des États-Unis n'est que quelque chose d'assez important, c'est un démenti formel et réel sur tout ce qui est raconté pour décrédibiliser ces candidats qui semblent qui peuvent être des réels challengers parce qu'aujourd'hui au Cameroun, vous vous souvenez depuis plusieurs années se poser la question de savoir qui peut challenger le chef de l'État. On ne voyait que Nigel Fundi hier. Aujourd'hui, vous avez trois potentiels candidats qui ont un CV assez important et assez inquiétant même pour le pouvoir. Donc du coup, on pense que on a utilisé certains médias, bien dans certaines officines de Yaoundé, sont en train d'utiliser certains médias pour combattre ceux-là qui pourraient challenger. Alors, ces mises au point, ces démentis en cascade, ce jeu de massacre, j'aime bien cette une de mutation, ce jeu de massacre et ces démentis. La mise au point dans la météo, le soir Treillis Hebdo et tous les autres qui, voilà, se redisent ce matin après avoir, de façon péremptoire, affirmé que ces derniers ont touché à cet argent. Mais